Allez, bonjour et bienvenue. Et c'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Et aujourd'hui, on se demande jusqu'à quand les investisseurs vont bouder, on va le dire comme ça, la bourse chinoise. Bonjour Jean-Marie Mercadal. Bonjour David. C'est en duplex avec nous Eh bien, depuis Hong Kong. écoutez, effectivement, on peut se demander pourquoi un tel désamour. Il y a eu une grande déception, on peut le dire effectivement, après le premier round où l'économie s'est ouverte au mois d'octobre-novembre dernier. Il y a eu un rebond d'espoir, de 40% de la bourse chinoise dans un premier temps. Et puis depuis, effectivement, ça stagne. Depuis le début de l'année, les indices chinois sont grosso modo stables, alors que les indices occidentaux sont plutôt dans des performances à deux chiffres. Donc c'est un petit peu décevant. Alors on peut trouver des explications et on pourra peut-être donner un élément de timing pour répondre à la question jusqu'à quand ce désamour peut-il durer? Ouais. Parce que c'est vrai que quand on regarde froidement les statistiques économiques, on nous avait promis un redémarrage en trombe. Il y a eu ce premier trimestre, mais globalement, ça ne repart pas depuis sur les chapeaux de roue. Pourquoi il y a cette rechute ou cet essoufflement, Jean-Marie? Alors le problème, c'est que le pouvoir avait misé sur un rebond, je dirais spontané, un regain de confiance généralisé, en espérant une reprise de la consommation très forte qui tirerait l'ensemble de l'économie. Le problème, c'est que le consommateur chinois, il n'a pas vraiment confiance en ce moment, pour plusieurs raisons. La première, c'est que sur le plan de l'immobilier, son patrimoine a un peu souffert ces dernières années, et on sent bien que le marché immobilier a du mal à repartir, et donc le consommateur, lui, préfère continuer à épargner plutôt que de continuer à consommer et à réinvestir pour le long terme, notamment dans l'immobilier. Puis le deuxième, c'est que on sent bien que l'économie chinoise est aussi, je dirais, pénalisée par le contexte international à deux niveaux. Le contexte économique, puisque les pays européens et américains sont plutôt en ralentissement, et puis le contexte géopolitique qui fait que on a un petit manque de confiance. Si bien que même si on a eu des baisses des taux depuis le début de l'année, même si on a eu des baisses des réserves obligatoires des banques, même si les banques sont incitées à prêter, il y a, comme qui dirait, une espèce de trappe à liquidité qui menace l'économie chinoise, et il faut absolument redonner la confiance. Et c'est, je pense que ce que le gouvernement vient de comprendre très récemment, dans un premier temps, il avait pensé que cette croissance pouvait repartir de façon un petit peu autonome. Mais là, maintenant, je pense qu'ils viennent se rendre compte qu'il y a un manque de confiance généralisé. Voilà, avec les baisses de taux qui ont été réalisées ne suffiront pas. Donc il faudra, ce que la Chine sait faire de mieux en ces moments-là, un grand plan de relance à court terme. Il paraît inévitable cette prise de conscience et en même temps, on sait aussi quels sont les effets secondaires de ces grands plans qui déséquilibrent, encore une fois, plus de dettes, plus d'immobilier, plus d'infrastructures. Alors, alors, ils voulaient surtout pas faire ça parce qu'il y avait déjà beaucoup de dettes et ils voulaient pas relancer la bulle immobilière. Donc c'est Ouais. justement ce qu'ils voulaient pas faire. Le problème, c'est qu'il va peut-être être obligé de le faire parce que le Premier ministre vient de réaffirmer que l'objectif de 5% de croissance allait être maintenu et qu'il allait être atteint. Et donc, il va falloir prendre des mesures. Alors, je pense que cette fois-ci, il y aura toute une série de mesures. Il n'y aura pas un grand plan de relance généralisé pour investir dans les infrastructures et dans l'immobilier, parce qu'il y a déjà un peu trop de dettes. Il y aura des mesures un petit peu dispersées, un cocktail de mesures en espérant que la confiance reparte. Alors, sur le plan de la consommation, il y a des rumeurs selon lesquelles on distribuerait de l'argent sous forme de coupons à la population, et ça, ce serait financé évidemment par une dette spéciale. Il y a des rumeurs aussi de baisse des taux sur certains segments de l'économie, des incitations pour créer des emplois, parce que le chômage des jeunes à 20%, c'est un vrai sujet qui pèse vraiment sur la confiance. Sur le domaine immobilier, on parle de revenir à la case départ, quelque part, annuler un peu toutes ces fameuses lignes rouges qui avaient été initiées il y a 2, 3 ans et qui ont provoqué ce problème enfin, je dirais, ce dégonflement de la bulle immobilière. Donc, un certain nombre de mesures sont attendues. Le timing, et là, on revient à la question initiale, ce serait éventuellement courant juillet, fin juillet, avec justement une annonce qui serait faite à ce moment-là. Donc, Et à donc, suivre. et donc ça pourrait signaler plutôt un nouveau départ pour la bourse chinoise, avec des valorisations, il faut le dire, Jean-Marie, des valorisations qui sont quand même assez peu élevées aujourd'hui.
Alors, le côté positif de tout ça, c'est que la confiance, elle s'est perdue en Chine et elle s'est perdue aussi sur le plan international. Alors évidemment, le contexte géopolitique n'a pas du tout aidé, mais finalement aujourd'hui, les investisseurs sont devenus sous-pondérés sur les actions chinoises. Il y a eu une forme de capitulation. On a vu pas mal de sorties en provenance des États-Unis, d'Europe, des fonds, des ETF chinois. Et donc le côté positif, c'est que maintenant, on a une situation quelque part asymétrique dans l'autre sens. C'est que la moindre bonne nouvelle créerait un rebond qui pourrait être assez violent, d'autant plus que, comme vous le disiez, on part de valorisation assez basse. Après, est-ce que ce rebond serait pérenne? Difficile à dire. Ça dépendra justement si le gouvernement réussit à réinstaurer un climat de confiance générale. Mais en tout cas, dans un premier temps, il pourrait y avoir un rebond qui pourrait être assez violent, peut-être moins violent que le premier qu'on a eu en novembre, mais qui pourrait être de l'ordre de 15 à 20%. C'est vrai que tous les grands asset managers, notamment américains et européens, sont passés négatifs sur la Chine. Pour vous, il faut être contrariant? Je pense que, bon, ça fait un petit moment que je fais ce métier, je pense que d'une façon générale, être contrariant, ça paye. Évidemment, qui dit contrariant, quelquefois, il faut être un peu patient. Bon, maintenant, de là à dire que tout est rose, loin de là. Mais comme je vous l'ai expliqué, il y a des ingrédients qui font qu'on peut avoir un rebond au cours des prochains mois. Mais évidemment, il faut être un peu patient. Et puis, de là à savoir si la confiance générale va être restaurée, non. Maintenant, dans l'économie chinoise, il y a des pôles qui sont comment dirais-je, impressionnants, des pôles de croissance qui sont impressionnants, notamment dans tout ce qui est économie verte. On se rend pas compte à quel point tout va très vite. Là, j'avais donné quelques exemples sur les voitures électriques. C'est absolument sidérant à quel point les choses peuvent aller très rapidement. Et pendant des années, la Chine était en déficit commercial sur les véhicules, sur les voitures de tourisme. En l'espace de 3 ans, on est passé d'un déficit de 25 milliards de dollars de déficit commercial sur les voitures, et on est aujourd'hui en excédent de 35 milliards de dollars sur les voitures finies. Donc ça va très vite, et alors évidemment l'explication c'est pourquoi, c'est que les Chinois exportent de plus en plus des voitures chinoises, et les Chinois achètent de plus en plus des voitures chinoises électriques. Et cette transition énergétique, finalement, elle bénéficie à l'économie chinoise qui a massivement investi dans des pans entiers de cette économie. On connaît les batteries, on sait les batteries, on connaît aussi les panneaux solaires. Il y a aussi tous des programmes d'hydrogène vert qui vont être mis en place. Donc, on a quand même, dans cette économie d'1,4 milliard d'habitants, des pans, des secteurs de croissance, même si, au global, le tableau général est un petit peu morose, il faut bien le dire. Ça tombe bien que vous parliez de tous ces secteurs green liés à la transition écologique, parce que pour un investisseur qui est sensible à la thématique ESG, notamment au pilier E, environnement, investir en Chine ne paraît pas naturel, sauf quand on vous écoute et qu'on comprend bien que beaucoup d'argent a été investi et qu'il y a un fort développement lié au photovoltaïque, aux voitures électriques ou autres. Mais il faut bien voir que effectivement pendant des années la croissance chinoise s'est faite avec du charbon et avec de l'industrie, et aujourd'hui il y a eu un ras-le-bol quand même, une prise de conscience du pouvoir et je dirais des consommateurs, parce que la Chine était devenue irrespirable au sens propre du terme, et donc il y a un vrai plan de mise en place de neutralité carbone à horizon 2000, je crois 2050, dans 2030. Non, c'est le pic d'émission est 2060. 2060, voilà. Le pic, c'est 2030 et 2060. Ouais. Mais vu la taille de cette économie, ça suppose des investissements massifs. Et effectivement, il y a tout un segment, en tout cas de tout ce qui est cette économie du E, est très florissante. À l'explication signée. Oui, après quoi? Après, nous, en tant qu'investisseurs responsables, on va s'engager aussi à vérifier le G, la gouvernance des entreprises. Là, c'est un autre sujet. Et là, il y a du boulot. Allez, merci à vous. Jean-Marie Mercadal, directeur général de Syncica PM, en duplex avec nous. Depuis Hong Kong, merci à vous. Merci beaucoup, David. Au revoir. Allez, ça vaut le coup, revient la semaine prochaine sur Boursorama.